C'était un soir, bataille de Reichshoffen. Il fallait voir les cavaliers. Voilà, donc nous sommes au centre du dispositif de l'armée française. Nous dominons Wörth et c'est une place stratégique parce qu'elle commande l'entrée de la plaine d'Alsace que nous découvrons là-bas avec la forêt noire en arrière-plan. Au matin du 6 août 1870, il y avait 100 000 soldats allemands alors que du côté français, nous n'en étions qu'à 40 000. Et la bataille s'est engagée donc avec un rapport de force défavorable aux Français. Très rapidement, les troupes prussiennes ont contourné l'ensemble de l'armée française par le sud, essayant de les encercler. Pour éviter cet encerclement, MacMahon a par 2 fois lancé ses cuirassiers, la première fois en direction de Morsbronn, charge qui s'est soldée par un échec assez cuisant, puisque les cavaliers ont tour à tour dû passer dans des vergers, dans des vignes, dans des champs de houblon, pour terminer dans les rues de Morsbronn. La deuxième charge, elle, étant un petit peu plus à l'ouest, en direction d'Elshausen, qui est un petit hameau situé non loin de là. Néanmoins, cette deuxième charge a permis à une grande partie de l'armée française de quitter le champ de bataille et de traverser la ville de Reichshoffen, où il y avait un train. MacMahon, depuis la gare de cette ville, a télégraphié à Paris pour signifier la défaite de son armée. Et depuis ce jour, la bataille de Wörth-Feuchtwiller est devenue la bataille de Reichshoffen dans l'histoire de France. Le tableau ici présent à Wörth est en fait une esquisse, puisque le peintre de taille a été amené à refaire son tableau suite à des directives plus précises, notamment les charrettes peu visibles sur cette esquisse devaient être beaucoup plus manifestes ici au premier plan. C'est ce qu'il a fait et a donné lieu donc à un nouveau tableau, un tableau définitif qui se trouve à Reims et sur lequel il s'est appliqué à dessiner de façon ou à peindre de façon très précise les têtes des cuirassiers pour que les familles de ces cuirassiers puissent reconnaître leurs ancêtres. Il y a à côté de cette bataille, l'aile gauche de l'armée française, qui a été peu évoquée, tout simplement parce que c'est le côté qui a résisté le plus longtemps sur les hauteurs de Wörth-Feuchtwiller. Il y avait ici des troupes de tirailleurs algériens, appelés à l'époque les Turcos, qui face au nombre ont dû céder et que le soir, 17 h, ils ont reflué alors que toute la journée, ils ont résisté vaillamment. Historique, géographique, capable de marcher plus de 50 km par jour dans le désert. Le régiment compte 84 officiers, 2216 hommes le matin et le soir, 8 officiers, 240 hommes. Quand on fait le ratio, 92% des officiers ils sont morts et 80% des soldats. Ça veut dire que les officiers sont devant les troupes. Et que ces officiers sont des entraîneurs d'hommes. Cette bataille a eu un effet déclencheur pour la coalition, puisque les Prussiens ont réussi leur coup, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont montré que avec une coalition forte entre les États du Nord et du Sud, ils arrivaient à battre une armée napoléonienne. Et cette victoire les a galvanisés. Et il y a eu un phénomène de boule de neige, puisque par la suite, il y a eu Metz, il y a eu Sedan, il y a eu Paris, Orléans, toutes ces batailles qui se sont soldées par autant de défaites pour l'armée française. Et de ce fait, la guerre s'est achevée assez rapidement, puisque en mai 1871, il y a eu le traité de Francfort qui marquait la fin des hostilités et le rattachement
de l'Alsace et de la Moselle au Reich allemand. Entre-temps, il y a eu, en janvier 71, la consécration de la stratégie du roi de Prusse et de son Premier ministre Bismarck, à savoir la création du deuxième empire allemand. Et ils n'ont pas choisi n'importe quel endroit pour le faire. Ils ont choisi la Galerie des Glaces à Versailles. Après la guerre de 70-71, eh bien, l'Alsace et la Moselle sont devenues allemandes. Nous appartenons au Reich. Et donc le territoire sur lequel nous sommes, eh bien, était allemand, et donc les différents corps d'armée ont souhaité installer des monuments sur le territoire allemand, proche de la frontière, mais quand même sur un territoire conquis. Nous sommes là devant le monument à la gloire des armées bavaroises, et ce monument fait partie de toute une collection de monuments présents ici dans la région. On en dénombre plus de 80. 6 km sur 4. Hein. Donc voilà, effectivement, cette concentration témoigne de l'importance de la bataille pour l'ensemble de la guerre, et témoigne aussi de l'importance que chaque régiment a apporté à ce secteur. Et donc, nous trouvons à l'heure actuelle plus de 80 monuments, tombes, sépultures, plaques, églises même, qui ont été toutes construites à l'issue de la guerre, et qui témoignent eh bien, de l'importance de cette guerre pour l'Empire allemand. Chacun de ces monuments étant dédié à un régiment en particulier qui a combattu ici, à Wörth, le 6 août 1870, mais également durant toute la guerre de 70-71. On voit également la victoire qui protège le soldat. Et le soldat, sur son genou, on a l'impression qu'il a une sorte de casserole trouée sous le genou. Et ça symbolise la mitrailleuse française. Les armées de la coalition avaient eu une peur bleue de cette mitrailleuse qui était une arme révolutionnaire pour l'époque. Voilà un autre monument emblématique du champ de bataille. Il représente un lion, symbole de la force, et qui ici a un regard très profond en direction de l'ouest, en direction de Paris. C'est Paris que je défie à partir de là. Et avec ma patte, j'écrase les emblèmes napoléoniens, c'est-à-dire l'aigle, le drapeau, mais également la mitrailleuse, représentée ici sous forme de casserole trouée. Donc on a tous les symboles de la puissance et de la victoire. On voit bien que c'est dans la guerre contre la France 1870-71. Toute la guerre, pas simplement la bataille. Hein. Donc c'est encore une fois pour l'ensemble du conflit et pas uniquement pour la bataille ici, quoi. Cette annexion, puisqu'il faut l'appeler ainsi, a duré jusqu'en 1918. En 1918, eh bien, l'Alsace a été nouveau rattachée à la France à la suite de la guerre 14-18, qui trouve son origine justement dans la guerre de 1870-71. Ma grand-mère est née en 1886, elle est née allemande. La première fois qu'elle a entendu « Vive la France » en 1918. Elle a entendu. Ben oui. Ensuite, en 1940, 39-40, c'est les nazis qui sont venus. On est redevenu allemand. J'ai un oncle, mon père, mon beau-père, qui ont combattu sous l'uniforme allemand. Obligés. Eh oui, oui, oui. C'est ce qu'on appelle les malgré nous. Hein. Et malgré nous, voilà. Et en 1945, nous sommes redevenus français. Donc, toujours balancé entre deux pays. Et ça a quand même marqué d'une façon durable eh bien, les gens ici. Parce que les problèmes actuels, on parle de déplacés, on parle de réfugiés, c'est des choses que les gens ici ont vécues dans leur propre chair. Et de ce fait, cette notion d'histoire servant la mémoire est un élément très important. Alors, je suis nancéen, et Nancy, après la guerre de 70, a vu sa population doubler. Et mon arrière-grand-père, qui était mosellan,
a opté pour la nationalité française et fait partie de ces nouveaux installés à Nancy. Et depuis 4 générations, nous sommes nancéens. Donc, et on les appelait Et on les appelait les optants, Les puisqu'ils optants. avaient opté pour la nationalité française. qu'il fallait abandonner Voilà. tous leurs biens, Tous leurs biens, voilà, on a à peu près tout perdu. tout perdu. Oui, oui, bien sûr. Et si vous allez dans d'autres villes, par exemple de l'Est, enfin de la région actuelle maintenant, hein, à Troyes ou à Reims, vous ne retrouvez pas du tout la même proportion de patronymes d'origine germanique qu'on peut en trouver à Nancy ou à Lunéville, où les Kaiser, les Zimmer, les Zimmermann, les Miller, Même voilà. les Weber. Et les Weber. Voilà. Moi je m'appelle Abel. Comment Abel. Abel. Ah oui, effectivement. hein. Humain, c'était un soir, bataille de Reichshoffen. Il fallait voir les cavaliers charger. Attention, cavaliers, chargez. Une main, deux mains. C'était un soir, bataille de Reichshoffen. Il fallait voir